À sa sortie, Resident Evil 7 m'avait beaucoup surpris, et j'étais clairement pas le seul à penser cela. Avant que le jeu ne sorte, beaucoup de personnes disaient que l'idée de faire un jeu à la première personne était une idée horrible qui allait ruiner l'authenticité de la série des Resident Evil. Alors que personnellement pour moi, cela ne semblait pas un gros souci. Tout d'abord parce que c'était la première fois que je découvrais l'un des jeux Resident Evil, et aussi petite info voilà, mais je trouve que les jeux à la première personne sont souvent plus flippants. Et finalement, après avoir fini de découvrir le jeu après plusieurs heures, ma théorie des jeux à la première personne s'était avérée complètement juste. Vu à quel point le jeu était juste un véritable chef-d'œuvre. Et cela prouvait encore une fois que malgré mes 10 piges, j'étais tout simplement un giga pro gamer. Mais blague à part, Resident Evil 7 avait surpris beaucoup de personnes. Il avait à la fois réussi à rester un jeu assez fidèle à la licence, sans à la fois vraiment rester une vieille copie sans signification réelle. Du moindre dialogue jusqu'au level design, tout avait été préparé avec finesse. Le fait que le jeu gardait un côté assez claustrophobique pour pouvoir vous coincer dans des coins de pièces était déjà quelque chose que l'on retrouvait dans les anciens jeux. Et cela ne faisait pas exception dans celui-ci. Et le fait que comme dans le premier épisode de la saga, on a repris l'idée de faire une maison dans le style de Spencer House en y foutant une famille de dégénérés mentaux, était une idée assez parfaite. Car la famille des Baker a littéralement été designée de façon à toujours garder le joueur sur ses gardes et en ne lui laissant jamais vraiment le temps de se reposer. Juste le fait de croiser l'une des membres de la famille se balader dans les couloirs était assez suffisant pour vous donner la chair de poule. Mais bien sûr, la famille Baker n'était pas le seul élément qui avait comme potentiel de sauver la licence. La véritable chose qui a sauvé le jeu est la façon dont les développeurs s'y sont pris pour réussir à homogénéiser et à intégrer entre les différents éléments dont j'ai parlé tout à l'heure. La façon dont ils s'y sont pris avec tout le côté artistique, tout le côté sonore, avec les level design, l'histoire, le gameplay, le game design, etc. Chacun a été totalement valorisé, donc il n'y a presque pas un seul aspect qui manque. Donc maintenant, avant de vous proposer de découvrir le jeu tous ensemble, je tiens à vous préciser qu'il va y avoir un max de spoilers, et que je vous conseillerais surtout de tester le jeu avant de regarder ma vidéo. Et ceux qui préfèrent rester avec moi, laissez-moi vous raconter l'histoire de comment Resident Evil 7 a changé l'avenir de Capcom. Retournons à la source même de ce qui a fait que Resident Evil est devenu la série de jeux iconique qu'elle est aujourd'hui. Le premier Resident Evil est rempli de mystères. Il jette le joueur au milieu de l'inconnu et lui demande de se débrouiller tout seul pour trouver la vérité qui s'était enfuie dans cet inconnu. Et pour moi, cela est l'une des meilleures façons de pouvoir donner de la peur à quelqu'un. Mais pourtant, d'un autre côté, le créateur de la saga, étant Shinji Mikami, avait un jour expliqué dans un interview que Resident Evil n'avait pas, d'après lui, beaucoup de chances d'avoir une suite. Car d'après lui, à l'époque où on a fait Resident Evil, nous ne voulions pas qu'il ait une suite. Car lorsque le facteur de peur se mélange à d'autres éléments, cela devient rapidement un sentiment plus simple. Et c'est pour cette raison que de créer des sagas de jeux d'horreur est une chose très compliquée. Notre premier jeu débute avec un officier de police travaillant à Raccoon City, qui finit par être envoyé dans un manoir du nom de Spencer Mansion. La raison de leur intervention est due à un appel signalant que des gens se font attaquer par des entités inconnues. Et pour cette raison, nos personnages finissent par se rendre dans ce manoir sans avoir aucune réelle idée de ce qui va les attendre là-bas. Personnellement, je trouve que cette introduction est quasi parfaite pour un jeu d'horreur. Car le fait d'essayer de comprendre ce qui s'est passé dans cet endroit et quels sont ces monstres qui les attaquent est une chose qui est laissée comme un devoir aux joueurs. Et bien sûr, en atteignant la fin du jeu, on finit par avoir pas mal d'informations sur ce qui s'est réellement passé dans cet endroit. Donc tous ces mystères à propos d'Umbrella Corporation ou bien sûr d'autres aspects sur le jeu, on finit par avoir plus d'informations à leur sujet via la fin du premier jeu et aussi aux autres jeux de la série. Mais le souci est qu'à chaque nouvelle édition du jeu, les mystères autour d'Umbrella Corp et les mystères en général deviennent de plus en plus flous. Et on finit littéralement par se poser cette question. Mais je suis supposé comprendre quoi en fait? Et le truc est qu'en fait, même les développeurs ne savent même plus eux-mêmes ce qu'on est supposé comprendre de tout ça. Donc ça finit juste par devenir des jeux de tir dans le style des Call of Duty, comme le sont devenus malheureusement Resident Evil 5 et 6. Alors j'ai pas envie de spécialement dire que c'est de mauvais jeux injouables, mais c'est sûr qu'ils n'en ont plus rien à voir avec le style de leur ancêtre Resident Evil premier du nom. Et ça on peut directement le comprendre juste en regardant le début de Resident Evil 5. On entre dans une ville d'Afrique avec des militaires et on a l'info qu'Umbrella Corp a fait des choses bizarres ici aussi, et c'est pour cette raison qu'on est venu investiguer ici. Pas de réel backstory ou de mystère à susciter notre intérêt. Et on passe juste le reste du jeu à tuer des zombies avec l'aide des NPC ou de vos amis. Plus qu'un jeu d'horreur, je définirais ce jeu tel un jeu d'action dans lequel on a juste ajouté quelques touches d'horreur. Et de là, nous pouvons comprendre que malgré le fait que même si vous soyez l'une des plus grosses licences de jeux d'horreur, comme l'a été Resident Evil, vous ne pouvez pas rester debout tant que vous prenez de mauvaises décisions. Et en ayant sans doute compris cela, après le désastre qu'a été Resident Evil 5 et 6 pour la licence,
chance, Capcom annonce la sortie de Resident Evil 7 via une démo. Les fans savent très bien que le nouveau Resident Evil ne va avoir aucun lien avec ses anciens prédécesseurs. Mais tout le monde s'interroge tout de même à quel point il va y avoir un lien général avec les anciens jeux au niveau du lore. Car au final, à part le fait qu'il y a juste une famille psychopathe qui veut vous attaquer dans une maison, cela n'a pas beaucoup de lien avec la licence générale du jeu. Les joueurs ne savaient absolument pas à quoi ils avaient affaire. Il y avait juste des centaines de points d'interrogation qui restaient suspendus dans l'esprit de chaque joueur. Et cela nous ramène encore une fois à un élément que j'ai cité en début de vidéo. Cela nous ramène dans l'inconnu. Et l'inconnu a été la chose la plus logique que les développeurs ont fait pour ce jeu. Interrogez-vous, jouez et voyez, ressentez. De cette façon, les développeurs ont réussi à retrouver ces sentiments tels que la peur, la curiosité qui se sont perdus au long de la série. La démo a été connue, pas pour ce qu'elle nous a présenté, mais plutôt pour ce qu'elle nous a caché. Et la vue à la première personne a été l'un des plus grands aspects qui souligne ce dont je vous parle. De base, les gens voulaient que Resident Evil 7 soit un jeu avec une vue à la troisième personne avec un caméra fixe, mais laissez-moi vous raconter un fun fact. Il se trouve que le tout premier Resident Evil était supposé être un jeu avec une vue à la première personne. Mais à cause de la technologie de la PS1 qui n'était pas suffisante pour réaliser cela, les développeurs choisissent finalement de s'orienter vers la vue à la troisième personne. Et cela nous montre que l'une des raisons de ce changement soudain était en réalité quelque chose dont le studio avait toujours voulu faire dès le départ. Et commençons tout d'abord en présentant notre personnage principal. On finit pour la toute première fois par jouer non un soldat surentraîné ou un sort de flic maîtrisant les arts martiaux, mais on joue juste un humain normal du nom d'Ethan qui cherche juste sa femme perdue. Puisque le jeu a une vue à la première personne, à part dans certaines scènes, on voit presque jamais le visage d'Ethan. Mais sinon par ça, on sait que notre personnage principal a un background et qu'il a aussi une personnalité. Lorsque l'on rentre dans la maison des Baker, chaque chose qu'Ethan dit ou pense est transmise aux joueurs d'une manière très propre. Juste avec l'aide d'une émotion commun partagée avec notre personnage principal, on arrive à ressentir chaque chose que l'on devrait ressentir. Comme littéralement ça a été le cas dans le premier jeu. On rentre dans un nouveau lieu et on n'a absolument aucune idée de ce qui va nous attendre dans cet endroit. Et la mise en place du système de mouvement à la première personne a été intégrée au jeu d'une manière parfaite. Car cette fois-ci, à la place de contrôler des personnages qui vont à la vitesse d'un Formule 1, on contrôle un personnage assez lourd. De sa manière à tourner sa tête ou bien le fait que lorsqu'il court, on atteint une certaine vitesse maximum. Tous ces petits détails rendent le jeu plus réaliste qu'elles ne l'ont jamais été par le passé. Après être finalement entré dans la maison, on finit par retrouver Mia qui a été enfermée derrière des barreaux et qui a été séquestrée dans cette maison pendant une très longue durée. Et toute cette situation assez étrange nous ramène à nous poser cette question de mais qu'est-ce qu'il se passe dans ce foutu lieu? Et bien sûr on ne peut juste pas se barrer sans avoir de réponse à nos questions. Mais l'on ne tarde pas à découvrir que quelque chose a changé chez Mia et qu'elle a à l'intérieur d'elle une forme de démon qui la hante. Donc là on se retrouve à se battre contre elle. Mais on n'a pas envie de la blesser car au final elle reste notre femme et nous l'aimons. Mais malgré tous ces sentiments que l'on a pour elle, finalement on finit par devoir la tuer avec un coup de hache pour empêcher qu'elle nous fasse plus de mal. Mais d'une façon étrange, quelque chose ne va pas dans l'ordre et elle ne meurt pas. Elle vient même à plusieurs fois de suite pour nous réattaquer. Et elle n'arrête pas de changer de personnalité entre elle-même et la chose qui la hante. Et cela part tellement couille qu'elle finit par nous couper la main avec une tronçonneuse. Donc à ce moment-là, on comprend qu'elle n'a presque plus rien d'humain. Elle s'est juste transformée en une entité qui nous veut du mal. Et donc après s'être relevé de nos blessures, on finit par trouver un pistolet et il est temps de lui régler son compte. Mais malgré le fait que l'on vide littéralement un chargeur sur elle, cela semble être inefficace contre elle. Puis au bout d'un certain temps, elle finit par s'évanouir. Et à ce moment-là, on comprend quelque chose. On comprend que quoi qu'on essaie de faire, on n'arrive pas à tuer Mia. Donc on peut aussi partir du principe que les futurs monstres que l'on va croiser vont être immortels comme elle. Et avec cela, le jeu nous fait comprendre quelque chose. Malgré le fait que Mia semble être la personne la plus basse dans la chaîne élémentaire de cette maison, elle est une entité surpuissante. Donc juste imaginer à quoi doivent ressembler les personnes qui l'ont gardée de force ici semble être une chose cauchemardesque. Et qu'allons-nous faire contre eux, sachant que même Mia étant la personne la plus faible dans cette maison, a presque déjà réussi à nous tuer à de multiples reprises. Et en ayant dit cela, laissez-moi vous présenter mon ami Jack. Bienvenue dans la famille, fiston. Dans la première partie de la vidéo, on a vu à quel point les membres de la famille des Baker sont surpuissants. On comprend que Mia, notre femme qui a été enlevée et torturée pendant 3 ans, a la force nécessaire pour pouvoir nous tuer. Et qu'un simple coup de poing de la part de Jack est suffisant pour pouvoir nous mettre KO. Et grâce à ça, on arrive à comparer l'énorme fossé de puissance qui sépare Mia des autres membres de la famille. Jack commence à nous traîner par terre et on se retrouve dans la scène iconique du dîner avec la famille. Beaucoup de personnes qui ont joué au jeu décrivent cette scène rapidement comme étant juste une scène dérangeante qui donne une bonne envie de vomir et rien de plus.
Mais pourtant, c'est bien dans cette scène que l'on peut comprendre la véritable hiérarchie sociale qui est instaurée dans cette maison. D'après ce que l'on peut voir, cette famille est composée de 4 membres principaux. On voit que la grand-mère est dans une situation où elle ne peut pas bouger, alors que Lucas est un jeune homme fou essayant de se faire accepter par son père tel étant un véritable bonhomme. Et cela le transforme en un psychopathe ultra sadistique. Et après Mia, c'est la deuxième personne la plus basse dans cette hiérarchie sociale. Et si vous avez encore quelques doutes sur le fait qu'il soit immortel, sachez qu'ils le sont vraiment. La mère Marguerite est une femme totalement folle qui donne beaucoup d'ordres à Lucas. Mais en réalité, les réelles ficelles sont entre les mains de Jack. Et pour en revenir à Jack, il s'agit d'un homme horrible qui donne des ordres à sa famille et qui les maltraite en les frappant sans aucune raison juste pour pouvoir montrer sa force à tous ceux qui l'entourent. Et si vous ne l'aviez toujours pas compris, vous êtes tout simplement le nouveau membre de cette famille de timbrés. Mais il se trouve en réalité que le jeu essaie dans cette scène de nous partager ce que ressentent et éprouvent certaines personnes dans la vie de tous les jours. Qu'on le veuille ou non, on a déjà tous eu des soucis avec notre famille, même pour des choses totalement bêtes et pas importantes. Mais il ne faut pas l'oublier, mais pour certaines personnes, ce qui est montré dans cette scène exagérée est pour le coup vraiment le quotidien de vie de certaines personnes. Et maintenant, c'est à notre tour de faire partie intégrante de ce type de famille. Vous êtes devenu le fils de ce père psychopathe. Et le jeu fait absolument tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir vous faire ressentir cela juste en 1 heure de jeu. La maison des Baker vous donne un sentiment de claustrophobie, donc on se sent constamment étouffé. Pendant le jeu, vous êtes juste la victime de Jack, ou plutôt devrais-je dire la victime d'un mauvais père de famille. Car vous passerez un long moment dans le jeu à vous faire pourchasser dans les couloirs de cette maison par Jack qui essayera de vous faire du mal, comme si on n'était rien d'autre qu'un enfant démuni faisant face à la fureur de son père. Pendant tout le jeu, il passe son temps à vous surprendre en apparaissant dans des endroits inattendus. Et cela crée en nous pendant tout le long du jeu un sentiment de peur constant qui nous fait nous demander quand est-ce que ce type va finir par nous attraper. Et au lieu de juste vous tuer, il prend un malin plaisir à jouer avec vous, comme un chat qui jouerait avec une souris. Et à chaque fois, il vous donne de faux espoirs qui vous font croire que vous l'avez enfin semé, pour au final remarquer qu'il était juste derrière vous. Si vous arrivez jusqu'au garage, vous rencontrerez un agent de police qui commence à dialoguer avec vous. Mais votre discussion ne sera pas longue, car Jack arrive derrière cet homme et lui tranche la tête d'un coup de pelle. Et cette fois-ci, on se retrouve coincé dans une petite zone face à face contre lui. Il n'y a absolument aucun endroit où on peut s'enfuir. On finit par récupérer un pistolet et la seule chose que l'on peut faire, c'est de lui tirer dessus. Mais sachant qu'elle ne faisait presque aucun effet sur Mia, c'est encore pire sur Jack, qui nous fonce dessus comme s'il ne ressentait absolument rien du tout. Et pendant le combat, on peut voir à quel point Jack a pitié de nous via ses différents commentaires et ses moqueries. On peut vraiment voir que les premières heures de ce jeu ont été fabriquées pour que les joueurs se sentent impuissants et effrayés. Et Jack remplit son rôle à la perfection pour nous faire ressentir cela. La raison principale qui me pousse autant à parler de ce personnage est juste pour vous faire comprendre à quel point il a été bien élaboré dans le jeu et qu'il remplit sa fonction parfaitement. Il se trouve aussi que au final c'est un vilain pas très loin de vous. On parle quand même d'un figure paternelle qui pourrait se trouver à tout moment à vos côtés, ce qui rend le jeu beaucoup plus tendu et malsain. Mais cela c'est sans même parler de la pression que nous inflige le système de visée se trouvant dans Resident Evil 7. De manière générale, lorsque vous jouez à n'importe quel jeu de FPS, vous arrivez facilement à contrôler vos armes et à tirer sans réel problème sur tous vos ennemis. Mais alors que dans Resident Evil 7, l'utilisation des armes est une chose qui semble beaucoup plus dure et cela peut nous faire sentir comme un vrai amateur. La peur, la pression, les sentiments mélangés et la misère peuvent être ressentis juste avec la façon dont Ethan tient son arme. Après chaque coup que vous tirez, vous êtes supposé un peu attendre pour regagner une visée assez correcte. Ce qui renforce encore une fois cette pression omniprésente dans le jeu. Vos armes étant la seule chose à votre disposition pour vous défendre, vous devez économiser le plus possible la moindre balle tout au long du jeu. Mais maintenant vous allez tous me demander pourquoi ce jeu est aussi spécial. Car après tout, l'industrie du jeu vidéo est actuellement remplie de dizaines d'autres jeux dans ce style. Donc qu'est-ce qui fait que Resident Evil 7 est un jeu aussi spécial ? Lorsque nous regardons d'autres films, jeux ou séries, ce qui fait qu'en général, un œuvre est assez bon à consommer en dehors d'avoir un bon scénario, c'est aussi le fait qu'on ait le droit à un bon développement de personnages. Et souvent cela peut se faire de 2 manières différentes. Par exemple, pour les personnages dans le style des histoires Lovecraftiens, plus l'histoire avance et plus le personnage principal devient de plus en plus désespéré et plus il a l'habitude de se diriger vers les abysses. Alors que parmi les œuvres modernes de nos jours, on a plus de droit des protagonistes qui réussissent à évoluer et à devenir des personnages qui s'adaptent à leurs environnements. Alors oui, souvent à des moments dans l'histoire, on voit nos personnages galérer et même à certains moments atteindre le fond. Mais cela n'empêche pas le fait qu'à partir d'un certain moment, on a enfin le droit à une scène où on voit le full potentiel de notre personnage, que ce soit d'une façon mentale ou via sa force. On arrive enfin à voir un moment où ils arrivent à enfin avoir assez de pouvoir pour stopper leur cauchemar et sortir de leur calvaire. À présent de nos jours, les gens critiquent pas mal les jeux ayant une trame assez linéaire et possédant des protagonistes sans défense. Personnellement, je trouve que c'est un cas de scénario qui a aussi réussi à briller à ses débuts. Mais par exemple, pour en revenir à Resident Evil 7,
7, alors que tous les monstres autour de nous étaient de véritables cauchemars, on finit au bout d'un moment par renverser la situation et les rôles. Et à notre tour, on finit par devenir le cauchemar de ces monstres. Alors que par exemple dans Outlast, malgré le fait qu'au départ cette situation d'agression continuelle que nous subissons nous fait peur au début du jeu, au bout d'un moment, on finit par s'y faire. Et cela devient très vite un jeu linéaire sans état d'âme rempli juste de jumpscares. Et maintenant vous vous demandez sûrement si le fait que notre personnage principal devient plus puissant, est-ce que cela ne va pas gâcher tout le côté horreur du jeu? Ma réponse sera sans doute non, car lorsque vous finissez par enfin tuer la personne en face de vous, alors votre prochain ennemi tentera de vous tuer par d'autres moyens et en utilisant différentes stratégies. Alors que dans d'autres jeux comme Outlast, votre récompense principale se limite à juste être une fuite ou la mort, dans Resident Evil, cela devient toute une autre affaire. Car ce que vous voulez comme récompense, c'est une vengeance. Et cela nous immerse encore plus dans le jeu. D'une façon, je trouve que Resident Evil 7 ressemble beaucoup à Alien Isolation. Comme dans Resident Evil 7, dans Alien Isolation, le jeu nous jette d'une façon sans défense dans un inconnu. Alien Isolation s'agit d'un très grand jeu ayant fait ses preuves dans beaucoup de catégories différentes. Mais malheureusement, il est toujours loin des émotions qu'arrive à procurer Resident Evil 7 à ses joueurs. Alors qu'au tout début du jeu, Ripley n'est rien d'autre qu'une troussarde, à la fin, elle devient l'opposé de ce qu'elle était au départ. Car elle arrive enfin à trouver le courage de se battre contre les monstres qui l'ont harcelée tout au long du jeu. Mais le souci reste que malgré le fait que vous puissiez mieux vous battre contre ces monstres, cela ne change absolument rien au fait que vous continuez à vous sentir toujours en bas de l'échelle alimentaire. Oui, peut-être vous êtes plus fort, oui, peut-être vous avez de meilleures armes, mais le monstre en face de vous reste toujours au niveau au-dessus de vous. Et cela vous garde toujours dans le rôle de la proie. Vous n'avez jamais la possibilité de devenir le chasseur. Mais à l'inverse d'Alien Isolation, Resident Evil 7 finit par vous céder le rôle du chasseur. Donc grâce à cela, vous pouvez finir le jeu avec une sorte de satisfaction indescriptible. Et c'est exactement de cet aspect dont j'essaye de vous parler. Resident Evil 7 et Alien Isolation sont tous les deux d'excellents jeux. Mais Resident Evil reste un jeu qui a beaucoup plus travaillé sur ce concept. Mais pour en revenir à Resident Evil 7, notre combat avec Jack s'achève avec lui-même qui finit par se tirer une balle tout seul dans la bouche. D'une certaine façon, on n'a jamais vraiment vaincu Jack. Il nous a juste laissé nous échapper. Mais en ayant fait cela, il nous a laissé, qu'il le veuille ou non, une énorme opportunité pour pouvoir fouiller la maison des Baker et y trouver plus d'informations sur toute cette situation. Et lorsque nous rentrons pour la première fois dans le sol, on peut faire la rencontre avec un sort de monstre appelé des mycomorphes. Puis lorsqu'on s'est occupé d'eux, on remarque une chose. On remarque que dorénavant, nous ne sommes plus un trouillard peureux sans défense. On a réalisé pas mal de progrès et nous avons le potentiel de sortir de cette maison. Mais sinon, si on met de côté une petite seconde les mycomorphes, on peut remarquer que l'on commence à voir littéralement toutes les personnes que la famille ont tuées. Et tout cela commence à nous faire poser pas mal de questions. Comme par exemple, de quoi s'agit toute cette sorte de moisissure noire qui recouvre toute la maison? C'est quoi le délire avec la grand-mère? Genre, pourquoi on la voit apparaître à des endroits totalement random? Et comment cela est juste possible en fait? Pourtant, toutes ces questions vont bientôt trouver leur réponse. Car lorsque nous allons enfin collecter la dernière tête de chien, notre ancien poteau Jack nous fait une petite accueil. Il ne nous laisse jamais le temps de souffler. Il arrive toujours à trouver un moyen de nous rattraper. Et cette fois-ci, en nous jetant dans une cage d'un coup de pied bien placé, il nous force à le combattre pour une toute dernière fois. Il n'y a aucun moyen de s'enfuir de cet endroit et toutes les portes sont verrouillées. Donc cette fois-ci, on est vraiment obligé de se battre contre lui. Mais pourtant, on sent quelque chose. On sent que quelque chose a changé. Car à présent, on arrive enfin à blesser, à mettre par terre cette créature qui par le passé ne bougeait même pas d'un poil contre nos attaques. Et se rendant compte de la situation, Jack commence vraiment à s'énerver. Puis il finit par prendre des ciseaux de jardinage pour nous affronter. En remarquant cela, dans l'objectif de pouvoir riposter, on finit par prendre une tronçonneuse. Et avec l'aide de notre nouveau joujou, on finit par prendre l'avantage sur l'homme qui était devenu notre cauchemar. Après l'avoir vaincu, il ne reste plus rien de son corps qu'une paire de jambes tentant de s'enfuir. Sois sympa. Évite de ressusciter. Dorénavant, Ethan n'a plus rien d'une personne sans défense et qui a constamment peur. À présent, c'est une personne qui a la rage et qui veut se venger. Et en ayant enfin vaincu Jack, nous pouvons enfin nous balader dans la maison des Baker sans craindre plus grand chose. Car on n'a même plus vraiment de monstres qui osent se confronter à nous. Parce qu'à présent, on est devenu l'entité tout en haut de la chaîne alimentaire. À présent, on n'a plus besoin d'essayer de se faufiler discrètement dans des pièces de la maison sans trop faire de bruit pour ne pas trop attirer l'attention sur nous. On est arrivé à un niveau où c'est limite si la maison nous appartient. Et pour en revenir à quelque chose dont je parlais juste avant, plus tôt dans la vidéo, je vous avais parlé d'une certaine hiérarchie existant au sein de la famille. Et aussi du fait que Jack étant le père de famille est le personnage le plus puissant de toute la bande. Alors que Lucas est celui qui est le plus bas dans cette même hiérarchie. De cette façon générale, dans pratiquement tous les jeux vidéo, il y a une sorte d'évolution au niveau de la puissance des ennemis que l'on doit affronter au long du jeu. Et très souvent, on se bat d'abord contre les ennemis les plus faiblards. Et plus on avance, et plus on a le droit de se battre contre les monstres les plus forts. En ayant cette logique en tête, on devrait se dire qu'on aurait dû d'abord se battre contre Lucas pour pouvoir affronter le père. Mais Resident Evil 7 est un jeu qui
s'est littéralement dit fuck la logique et a préféré mettre son élément le plus puissant tout au début de son jeu. Et cela est un choix qui a été minutieusement choisi par le studio pour une raison particulière. En laissant la possibilité de vaincre la plus grosse menace dans la maison, cela permet de gagner assez de confiance en soi et il ne reste plus qu'à s'occuper des autres membres les plus faibles. Et la raison qui nous pousse à faire ça, c'est dans l'espoir de trouver l'antidote qui pourra guérir Mia. Alors pour que nous ne puissions pas trouver cet antidote, le reste de la famille font absolument tout ce qui est en leur pouvoir pour nous barrer la route. Avec tout cela, le jeu a voulu qu'à la place que notre objectif soit juste de sauver Mia, notre véritable objectif soit en fait d'éliminer chacun des membres de la famille une par une, afin de trouver l'antidote qui permettra de guérir Mia du monstre qu'elle est devenue. Ce qui est au final une idée totalement géniale et originale. Sinon à part ça, lorsqu'on retourne dans la vieille maison, on commence à se confronter contre Marguerite qui nous attaque avec des insectes. Et comparé à Jack qui nous affrontait en personne dès le début du jeu, ici Marguerite essaye plutôt de nous fatiguer avec des vermines. Ce qui d'une façon arrive toujours à garder une atmosphère d'horreur. Par la suite, lorsque l'on arrive assez à s'approcher de Marguerite, le jeu nous fait participer à 2 affrontements obligatoires, comme cela a été le cas avec Jack. Au premier affrontement, elle finit par nous jeter dans une sorte de gouffre et on reste bloqué en bas. La seule chose que l'on peut faire, c'est de tirer sur Marguerite avec notre arme, qui pour le coup fonctionne. Ce qui nous montre qu'en réalité, nos armes commencent à avoir un réel impact sur la famille des Baker. Par la suite, après un autre moment, on a le droit à un autre affrontement. Et je dirais que ce combat est tout aussi bien préparé que lorsque nous avons dû nous battre contre Jack. Marguerite n'arrête pas d'ouvrir des trous dans les murs pour nous balancer des insectes dessus H24. Comme vous l'aurez compris, elle est totalement énervante. Et finalement, lorsqu'on arrive enfin à vaincre Marguerite, on arrive de mieux en mieux à sentir à quel point le caractère d'Ethan devient de plus en plus crédible. Avec ce passage, on voit qu'à présent, comme je le disais tout à l'heure, Ethan n'a plus peur de grand chose. Maintenant que nous avons tué Marguerite, il ne nous reste plus qu'à nous occuper du membre de la famille le plus bas dans la chaîne alimentaire, qu'il s'agit de Lucas. Mais comparé aux autres membres de la famille, ce dernier préfère une approche beaucoup plus différente pour nous affronter. Peut-être que cela est dû au comportement de sadisme qui veille en lui, ou peut-être au fait que puisque nous avons enfin vaincu le père et la mère, il commence à avoir une sorte de peur envers notre égard et à développer un sort de respect pour nous. À aucun moment il veut nous affronter en personne et préfère donc mettre entre nous des puzzles comme dans les films Saw. Cependant, avant de nous faire jouer à ces petits jeux, il décide d'abord de nous envoyer dessus quelques mycomorphes. Alors on est déjà à plus de la moitié du jeu, mais on continue toujours à affronter les mêmes types de monstres en boucle. Ce qui est au final l'une des plus grosses critiques que les gens ont fait à propos de Resident Evil 7. Le fait qu'il y ait une lacune au niveau du nombre de monstres différents que l'on peut affronter. Je veux dire en fin de compte, l'ennemi que l'on doit affronter à chaque fois s'agit de mycomorphes qui se ressemblent tous. Il y en a juste certains qui rampent, certains qui explosent et c'est à peu près tout. Néanmoins, ces mycomorphes ont été tellement bien intégrés au fil de l'histoire que cela ne devient même pas aussi dérangeant que ça finalement. Le truc est que l'on ne rencontre même pas ces ennemis aussi souvent que l'on peut le penser. Pourtant, avec le peu de fois que vous les rencontrez, vous finissez par comprendre comment ils fonctionnent et donc vous arrivez même à certains moments à pré-shot leur emplacement. Toutefois, cela fait partie d'une chose dont j'avais parlé tout à l'heure et qu'il s'agissait de la confiance en soi. Le jeu augmente tellement votre propre confiance en soi que ces mycomorphes ne sont plus rien d'autre que vos victimes. Mais quoi qu'il en soit, après en avoir fini avec ces mycomorphes, on continue d'avancer. Et on finit par regarder une cassette pour pouvoir résoudre l'un des puzzles de Lucas. Dans cette cassette, on peut voir une autre personne ayant joué au jeu et se faisant tatouer sur le bras le mot loser. Et avec cela, en ayant découvert le code, on finit par résoudre le puzzle. Ainsi, on peut poser une question à Lucas. J'ai tué ton père, puis j'ai tué ta mère. Et maintenant, à qui le tour, petit loser? Et en ayant l'espoir d'enfin pouvoir se battre contre Lucas, le jeu finit par nous mettre dans une dernière safe zone, où on peut prendre pas mal de loot et se préparer pour le dernier fight qui nous attend. Mais en arrivant dans la zone de combat, à la place de retrouver Lucas, on se retrouve contre une forme assez bizarre de Jack qui a l'air d'avoir muté. Ce qui est un choix assez spécial des développeurs au final, car pouvoir détruire un par un tous les membres de la famille aurait été quelque chose de vraiment cool. Mais à la place de ça, on nous offre encore un nouveau combat contre Jack qui a complètement muté. L'expérience d'affrontement que l'on peut expérimenter n'a rien à voir avec ceux qu'on a pu ressentir jusqu'à maintenant. Cette fois, notre objectif est de le vaincre en tirant sur des yeux orange qui recouvrent tout son corps. Tout d'un coup, Resident Evil 7, qui a été jusqu'ici un jeu d'horreur, devient subitement un jeu d'action. Et maintenant, avez-vous saisi tout le côté comédie tragique de cette histoire? Les gens disaient qu'ils n'aimaient pas Resident Evil 5 et 6, mais pourtant ils affirment que dans Resident Evil 7, ce combat contre Jack s'agit d'un des meilleurs passages dans tout le jeu, car le jeu a réussi à créer une transition quasi parfaite. Comparé aux autres jeux de la saga, cette fois-ci on ne joue pas un soldat surentraîné qui tire sur tout ce qui bouge comme un écervelé. Cette fois-ci on joue un personnage assez faible, mais qui par la suite devient très redoutable contre les méchants principaux du jeu. Et avec cela, Resident Evil 7 nous montre à quel point il possède un développement de personnages assez puissant. Et c'est bien là le problème qu'ont rencontré Resident Evil 5 et 6, c'est qu'ils ont directement tout donné à leurs joueurs au bout des 20 premières minutes de jeu. Et surtout d'avoir donné d'une manière quasi inintéressante.
Alors, on peut surtout dire que le problème majeur ne vient pas directement de Resident Evil 5 et 6, mais plutôt de l'approche générale que Capcom a eu envers ces deux jeux. Et de là, nous pouvons encore une fois mieux comprendre pourquoi Resident Evil 7 a été un jeu aussi spécial. Car ce jeu a changé la façon de faire que Capcom utilisait pour faire leur jeu. Et en ayant utilisé cette nouvelle formule dans leurs jeux plus récents, ils ont finalement réussi à récupérer cette même honneur qu'ils avaient perdu après la sortie de Resident Evil 5 et 6. Mais quoi qu'il en soit, car après en avoir fini avec le boss fight et avoir terrassé Jack pour une dernière fois, cette simple phrase d'Ethan nous explique tout. Cette fois, je crois que j'ai tout vu. Pour être honnête avec vous, franchement je pensais qu'après cet ultime combat contre Jack, on avait fini le jeu. Ce qui n'aurait pas été une mauvaise chose en soi. Je veux dire, on a enfin l'antidote en notre possession, du coup ce serait totalement logique que ce soit la fin. On aurait pu très bien juste donner le médicament soit à Zoé ou à Mia et finir le jeu. Mais ça aurait été quand même assez banal comme fin de jeu. Et pour info, vous allez me demander qui est Zoé, car pour l'instant je n'ai pas parlé d'elle. Mais pour faire bref, elle ne s'agit pas spécialement d'un personnage important. Le truc est que malgré qu'elle s'agisse d'un des membres de la famille des Baker, elle essaye de nous aider au long du jeu. Mais comme je le disais, dans le jeu principal, son rôle n'arrive pas à être plus qu'une simple figurante qui nous donne des indices sur ce qu'on doit faire. C'est pourquoi on va juste dire que dans le jeu principal, elle n'est pas importante. Alors que son histoire à elle, on peut mieux la comprendre avec le DLC Banned Footage Volume 2, dont je ne vais pas parler là maintenant, car sinon la vidéo deviendrait beaucoup trop longue. Donc on va éviter d'en parler et continuons juste notre histoire principale. Après avoir choisi de sauver Mia, on finit par se retrouver dans une barque et on avance sur un fleuve silencieux. À présent qu'on s'est assez éloigné de la maison principale et qu'on en a fini avec la famille des Baker, on peut enfin laisser toute cette histoire derrière nous et commencer un nouveau départ. Et alors qu'on s'attend à des crédits nous annonçant la fin du jeu, tout d'un coup une créature sortant de l'eau nous attrape et nous tire au fond de l'eau. Et après cela on perd petit à petit conscience et on s'évanouit. Mais lorsqu'on finit par se réveiller, on remarque un truc étrange. On remarque qu'on ne joue plus Ethan, mais que le jeu a décidé de nous faire jouer Mia. Et pour mieux comprendre ce qui est arrivé dans cet endroit, on a le droit à un tout nouveau niveau où on apprend ce qui s'est passé dans ce bateau. Lorsqu'on se lève, on voit le corps d'Ethan se faisant absorber dans de la matière noire. Et on se retrouve à explorer ce bateau avec des dizaines de points d'interrogation en tête. On n'a absolument aucune idée de ce qui a bien pu se passer ici. Puis après un certain temps, on finit par rencontrer une petite fille. On remarque que cette fille a des pouvoirs surnaturels. Et on ne tarde pas à comprendre que ce qui s'est passé ici, c'est à cause de cette fille. Je vous présente Evelyn, ou plutôt de son nom de code, E001. Evelyn a été utilisée en tant que cobaye pour une organisation du nom de Connections pour faire des expérimentations sur elle alors qu'elle n'avait que 10 ans. Et le résultat de toutes ces expériences finissent par la transformer en une véritable arme biologique. Mais une autre organisation du nom de Blue Umbrella trace la piste de Connections et finissent par sauver Evelyn. Juste après cela, le 5 octobre, Umbrella met Evelyn dans un bateau du nom de Annabelle et l'envoie dans un autre labo pour continuer à faire des tests sur elle. Mais dans la soirée du 5 octobre, le bateau rentre dans une tempête, ce qui fait peur à Evelyn qui finit par péter les plombs. Et ne pouvant plus se contrôler, elle commence à contaminer tout l'équipage du bateau avec des mutamycètes, ce qui finit par les transformer en des mycomorphes. Après la destruction du bateau, Evelyn se retrouve naufragée à Dulvey en Louisiane. Et à votre avis, à cette époque, qui était sur le même bateau et qui s'est retrouvé naufragé à Dulvey en Louisiane? Et c'est Mia! On a un passage dans le jeu où on voit Jack tenir Evelyn et qu'il l'installe dans leur maison. Mais il n'avait aucune idée que cette petite action de pure charité allait finir par se transformer en un véritable drame pour toute la famille. Evelyn commence à contaminer toute la famille et prend le contrôle sur eux. Et à cause de cela, ils finissent par devenir des fous sanguinaires. Evelyn contrôle chacun parmi eux comme elle le souhaite. Et à part ça, on peut aussi comprendre une chose. Ce Mia qui au début du jeu semblait juste être une femme en détresse et sans défense, était au final une agente. C'est une agente qui sait beaucoup mieux se servir des armes à feu qu'Ethan ne le sait. Et cela, on peut largement le ressentir quand on incarne Mia. Son équipement est au complet et elle sait absolument tout manier, même jusqu'aux explosifs. Donc avec cela, le jeu nous fait un incroyable retournement de situation, car on apprend au final que Mia avait depuis le départ caché tout cela à Ethan. Et la personne qui était à sauver à un moment était Mia, mais maintenant cette personne est devenue Ethan, car Evelyn a kidnappé Ethan. Après une course-poursuite avec Evelyn, on finit par retrouver Ethan. Et alors qu'on en allait enfin sauver Ethan de l'emprise d'Evelyn, on a le droit à une scène complètement inattendue. On a le droit à une petite conversation avec Jack. Mais cette fois, il n'est plus colérique ni violent. Cette fois-ci, il est juste calme et anxieux. Dans cette scène, il s'excuse de tout son cœur pour tout ce qu'il a pu nous faire et il pleure même pour toutes les atrocités qu'il a commis. On le voit complètement détruit. Et il nous parle du fait qu'à cause d'Evelyn, il se sent mal à propos de tout ce qu'il a fait endurer à sa propre famille et le cinglé qu'il était devenu. Avec tout ce qu'il nous a raconté, on le voit complètement dévasté. Après
Après cette discussion inattendue et que le jeu redémarre, on voit qu'on a repris le contrôle du corps d'Ethan. Après notre sauvetage, Mia nous donne un échantillon de tissu appartenant à Evelyn. Et elle nous explique que cet échantillon est la seule façon de finir toute cette histoire une fois pour toutes. Mais juste après avoir expliqué cela, Mia redevient prisonnière du contrôle d'Evelyn et elle disparaît. Et avec tout ça, on obtient assez d'informations pour créer un antidote et stopper Evelyn. Et à partir du moment où on injecte le contenu de la seringue à Evelyn, on se retrouve face à la grand-mère au tout début du jeu. On apprend que depuis le départ, Evelyn a toujours été au bout de notre nez et qu'elle était juste cette vieille dame. Et petit fun fact, il se trouve que Evelyn était supposée être plus jeune que Mia car logiquement elle était plus petite que Mia. Mais le souci est que les cobayes de la série E vieillissent 25 fois plus rapidement qu'un humain lambda. Et en imaginant plus de 3 ans se sont passés depuis l'accident avec le bateau, puis en supposant qu'Evelyn n'avait alors que 10 ans, alors on peut calculer que Evelyn a plus de 85 ans. Maintenant, après notre petit calcul, continuons l'histoire. Juste après avoir injecté l'antidote à Evelyn, ce dernier se transforme en un monstre hideux. On se bat contre elle, mais le souci est qu'elle est tellement puissante que l'on arrive rapidement à bout de force. Mais puisque nous avons une chance hors norme, une équipe de sauvetage nous trouve et arrive à maîtriser la situation en neutralisant Evelyn. Et grâce à l'aide de Chris Redfield, on arrive enfin à se sauver de cet enfer vivant dans lequel on a été plongé. Et avec la mort d'Evelyn, Ethan et Mia ont enfin une nouvelle chance pour pouvoir retourner à une vie normale après tout ce calvaire. Oh les bâtards. Alors ouais, c'était ça Resident Evil 7. Il s'agit du jeu le plus connu et talentueux que Capcom a fait depuis un long moment, et qui aura su devenir un vrai leader pour orienter d'autres jeux dans sa direction, que ce soit au niveau de son histoire principale ou des développements de personnages. C'était un jeu assez rempli. En ayant jeté toute la faute au départ sur la famille des Baker, mais que par la suite en introduisant Evelyn pour faire un giga retournement de situation, ils ont pas mal réussi à me surprendre. Car en ayant appris cela, on découvre que juste la famille des Baker n'était rien d'autre que comme nous, juste des victimes. Et tout cela était une parfaite idée pour pouvoir susciter chez nous de l'empathie pendant la scène où Jack s'excusait pour tout ce qu'il nous a fait. Je veux dire qu'ils ont quand même pensé à cela et ça c'est vraiment une idée géniale. Quand le jeu est sorti après Resident Evil 5 et 6, plus personne s'attendait à un jeu de si bonne qualité. Mais avec la sortie de Resident Evil 7, Capcom a enfin récupéré cet honneur qu'ils avaient perdu. Et le fait que Resident Evil 7 a eu autant de succès a pas mal influencé d'autres jeux. À la place de réutiliser des formules de jeux très connues, ils ont compris qu'il fallait surtout étonner les joueurs. Et juste pour cela, je les remercie énormément. Donc ça a été une vidéo assez longue, mais je voulais vous parler de ce jeu depuis un long moment. Donc si vous êtes restés jusqu'ici, merci à tous les amis, car je ne vais pas le cacher, c'est pas mal de boulot de faire ce genre de vidéo. Donc si la vidéo vous a plu, merci beaucoup à tous de mettre un pouce bleu à la vidéo et vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine, et passez une bonne journée.